Tout de suite, le bonus de pulsation avec la doctoresse Loredana D'Amato Sisoenko, généticienne spécialiste des maladies rares au HUG. Qu'appelle-t-on maladie rare ? Une maladie rare, à l'évidence, c'est une maladie qui touche un nombre limité d'individus dans une population donnée. En Europe, la définition admise aujourd'hui, c'est tout ce qui touche moins d'un individu sur 2000. Donc c'est considéré comme une pathologie rare et donc cette définition découle de la réglementation du médicament dit orphelin également. Alors, autre définition pour comprendre l'enjeu, la définition des maladies orphelines. Orphelines de quoi ? Alors justement, le terme orphelin, c'est un peu ce qui est le plus connu au niveau du grand public. Orphelin vient du mot médicament orphelin. Parce qu'en fait, c'est des médicaments qui ne sont pas développés par l'industrie pharma pour des raisons de rentabilité. Pas forcément de connaissance. Non, pour des raisons de rentabilité à l'origine. Donc clairement, il n'y a pas d'intérêt. Ça coûte très très cher de développer un médicament. Et il y a beaucoup de molécules sélectionnées avec très peu d'élus. Et après des dizaines d'années de traitement, de développement, c'est des médicaments qui viennent chers sur le marché. Et donc, compte tenu du nombre de patients, la rentabilité n'est pas assurée. D'où les réglementations qui ont donné des incitations aux pharma de pouvoir mieux s'investir dans la recherche et le développement de ces médicaments. Donc le terme orphelin, il vient de là. Et c'est vrai que du coup, ces maladies sont orphelines de quoi ? De traitement, de connaissances scientifiques, d'engagement politique aussi. Donc ce terme-là est plus connu dans la population générale. Toutes les maladies orphelines sont rares pratiquement par définition, mais toutes les maladies rares ne sont plus forcément orphelines. Vous avez le sentiment de vivre aussi au quotidien avec une liste qui évolue, qui progresse, de nouvelles maladies arrivent et inversement des maladies effectivement avec désormais des traitements quittent votre liste. Vous êtes sur une liste en mouvement ? La liste s'allonge, surtout la liste de ces maladies, parce qu'aujourd'hui on a des outils diagnostiques qui sont plus performants et qui permettent de mieux les identifier. Donc on a l'évolution scientifique fait qu'on a une meilleure connaissance aussi, et c'est vrai que dans la littérature, toutes les semaines, tous les mois, de nouvelles pathologies sont rapportées, et certaines sont exclusives au sein d'une famille ou touchent un seul individu. Donc vraiment, le rare devient extrêmement fréquent, mais c'est une liste plutôt qui s'allonge. Les traitements, eux, par contre, ne suivent pas encore. Alors nous sommes ici à Genève. Comment Genève et la Suisse se comportent avec ces maladies rares et orphelines ? Nous sommes un peu meilleurs que les autres ou aussi moi, je parle plutôt de la Suisse plus que Genève. Alors, effectivement, les maladies rares, le pays qui est le leader en termes de prise de conscience de l'enjeu de santé publique, ça a été la France. Et donc, les Français, déjà au début des années 2000, ont pris conscience de cette problématique. Et ils ont créé l'outil Orphanet, qu'on parlera tout à l'heure sans doute, qui est un outil qui permet d'identifier les ressources utiles pour la prise en charge de ces maladies. La France a installé 2 plans nationaux pour justement mieux structurer la prise en charge des patients sur leur parcours en termes de labellisation de centres experts, mise en place de registres, investir davantage dans la recherche scientifique aussi, et créer vraiment des filières de soins qui soient appropriées. Donc la prise en compte d'une réalité sur le terrain. Vraiment. Et puis la France donc a initié ça, et puis l'enjeu est devenu important au niveau Europe. Et la Commission européenne, effectivement, a adopté en 2009 la recommandation qui s'appelle « Maladies rares, un défi pour l'Europe », qui encourage tous les États membres maintenant à développer un plan national d'ici à la fin 2013. Donc on y est. Donc effectivement, plusieurs pays y travaillent pour voir un peu comment créer les structures et mieux améliorer les infrastructures pour la prise en charge. Et la Suisse donc a acquis aussi cette prise de conscience il y a 2 ans maintenant, je dirais en 2010 à peu près, grâce aussi à la création de l'Alliance de patients, parce que les patients, certains deviennent vraiment experts de leurs problématiques et c'est un vrai lobby. Les patients mettent la pression pour qu'on puisse améliorer leur qualité de vie et qu'on s'intéresse davantage à leurs problématiques. Et donc, ProRaris a été créé en 2010 et il y a une conférence internationale qui a été faite qui a lancé cette prise de conscience. Donc, après 3 ans, l'Office fédéral de la santé publique a annoncé cette année une stratégie nationale pour 2014. Donc, nous allons voir un petit peu sous quelle forme elle va être proposée, cette stratégie. Le concept de L'objectif étant d'aller au-delà du discours politique. Idéalement, oui. Vous êtes sereine sur cet objectif ?
Alors bon, il y a des priorités qui sont déjà prises en compte. Maintenant, il faudra voir un petit peu si cette stratégie aura une bonne vision globale et qu'on ne va pas simplement axer sur différents aspects en particulier. Alors je sais que la Suisse a un petit peu levé aussi le voile sur cette problématique à cause de la prise en charge des médicaments orphelins, qui a posé un problème en 2010 justement, avec un certain coût pour certains médicaments, donc les assurances ne veulent plus prendre en charge. L'autre problématique qui est une réalité en Suisse, vraiment, c'est l'accès au diagnostic. Les assurances régulièrement ne prennent pas en charge les analyses génétiques ou les dosages biochimiques, métaboliques qui font parfois... Et donc il y a un vrai défi constamment qui est relevé vis-à-vis des assurances, et ça va faire partie des discussions pour cette stratégie nationale. Et ce que les patients demandent maintenant, c'est le concept de centre expert. Un centre expert, c'est un centre qui idéalement va rassembler toutes les expertises ou les spécialités qui vont pouvoir prendre en charge de manière combinée, justement, parce que c'est des maladies qui touchent souvent plusieurs systèmes. Et donc on a besoin du pneumologue, du neurologue, mais aussi intégrer l'aspect social, l'aspect palliatif si on a besoin. Donc toute cette problématique que ces patients auxquels... Donc avec une transversalité effectivement de la prise en charge et surtout de la prise en compte. Voilà. Vous avez évoqué Orphanet. Orphanet existe aussi en .ch. Concrètement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Alors, Orphanet, comme je le disais, c'est un portail Internet, c'est un site Internet qui est gratuit, qui est disponible pour tous les publics, disponible en 6 langues et qui a été créé en 1997, il y a 15 ans maintenant par la France, pour répondre à différents besoins qui avaient été identifiés. Un, c'est le manque d'informations sur ces maladies. Quand on n'a pas d'informations, on peut difficilement accéder au diagnostic si on ne sait pas de quoi on parle, quelles sont ces maladies, quels sont leurs symptômes. C'est vraiment une source d'information. Ensuite, les maladies sont rares, mais les experts le sont aussi. Donc, aucun pays ne peut avoir les ressources pour tout. Donc, l'idée étant de savoir où sont les spécialistes, où sont les labos qui peuvent faire l'analyse diagnostique. Est-ce qu'il y a des associations de patients? Parce que clairement, c'était aussi répondre à l'isolement des patients, donc rompre cet isolement en créant un répertoire d'associations à l'international. Le patient se sent en souffrance et seul. Exactement, donc il mène un combat quotidien avec sa maladie et souvent il devient expert parce qu'il découvre d'autres patients, d'autres associations, il cherche sur Internet les infos, ils en savent très souvent plus que vous. Et ces patients se rallient non seulement au niveau national, mais au niveau international avec vraiment des réseaux européens pour des différents types de maladies. Donc Orphanet identifie également les projets de recherche en cours et l'idée étant aussi de favoriser les collaborations avec les équipes scientifiques. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs groupes, la recherche elle est fragmentée, mais elle est aussi parfois aussi limitée parce que c'est une des problématiques des patients atteints de maladies rares, c'est le désintérêt scientifique aussi. Et donc Orphanet a pour but aussi de répondre à la mise en collaboration des différentes équipes. Un mot peut-être sur votre parcours plus personnel. Comment vous avez à un moment donné choisi d'aller dans un univers comme celui-ci? La médecine est déjà assez complexe. Vous êtes dans un univers encore plus inconnu que la médecine plus classique. C'était un choix personnel? C'est un choix qui s'est fait un peu par hasard, je dirais. Donc mon parcours de base, c'est la pédiatrie. Donc, j'ai fait toute une formation de pédiatrie. Et puis dans le cadre de cette formation, j'avais complété avec une année de génétique clinique. Et j'ai été séduite par tout l'aspect, vraiment cette spécialité qui est en constante évolution. Et de pouvoir avoir accès à des patients qui venaient chercher une réponse à leurs problématiques diagnostiques. Parfois, on avait la réponse, heureusement, mais après, et puis pour ceux où on ne l'avait pas, se dire, voyons, continuons à évoluer. Et moi, ce qui m'a un peu fait basculer quand on m'a proposé de prendre la coordination d'Orphanet, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on peut améliorer parce que souvent les gens peuvent être laissés au bord du chemin. Ok, on a un diagnostic et puis quoi? Comment on gère? Comment on prend en charge? Où sont les structures? Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il y a de la recherche? Et donc l'opportunité de pouvoir créer cet énorme réseau a fait que je me suis dit, basculons de l'autre côté et voyons comment améliorer après le suivi de ces patients et l'accès aux thérapies et la recherche. Et voilà, c'est un petit peu par hasard, mais le networking a été un élément extrêmement qui a contribué à ce choix, de pouvoir savoir qui fait quoi, d'avoir une vision satellite et de pouvoir aider à orienter et les professionnels et les patients. Vous vous sentez parfois médecin de l'inconnu? Ah oui, de l'inconnu, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est frustrant parfois aussi, parce qu'on a beaucoup de patients qui viennent dans des situations qui ne sont pas faciles.
pour laquelle on n'a pas forcément la baguette magique malheureusement. Et donc on essaie de contribuer à améliorer davantage les structures, mais pour le patient il y a urgence parce que c'est tous les jours, quoi. Et donc il faut qu'on puisse aller au plus vite et ça fait que parfois on reste assez... Oui, il y a une part de frustration de ne pas pouvoir répondre à tout, mais les choses avancent.